Alors, bonjour à toutes et à tous. Bon mardi après-midi et bienvenue à cette activité des Fonds de recherche du Québec, les FRQ, intitulée Désinformation, quelle solution? Je m'appelle Julien Chapdelaine, je suis conseiller stratégique médias sociaux pour les Fonds de recherche du Québec et il me fait plaisir d'animer le panel d'aujourd'hui. Vous êtes nombreux à avoir répondu à l'appel. Plus de 355 personnes se sont inscrites, principalement du milieu de la recherche, mais également du grand public, très nombreux, du domaine des médias et de la communication scientifique. D'ailleurs, il y aura deux façons pour vous de discuter avec nous. Premièrement, et de contribuer à la discussion, bien sûr. Premièrement, vous aurez en bas de votre écran le question-réponse. Je vous invite dès maintenant à préparer vos questions. Vous pouvez les écrire d'avance et dans chacun des blocs, vous pourrez poser les questions. Mais également, on a actionné une petite fonctionnalité, celle du sondage. Donc, à chacun des blocs, vous aurez la possibilité de répondre à deux questions de sondage qui permettra à nos panélistes, bien sûr, d'interagir avec vos réponses. Le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion, et les fonds de recherche du Québec sont engagés dans la lutte à la désinformation depuis maintenant plusieurs années. Le phénomène, qui n'est pas nouveau, a pris de l'ampleur avec la pandémie de COVID-19. D'ailleurs, l'OMS a même qualifié la situation d'infodémie, c'est-à-dire une pandémie de fausses nouvelles. Il est avéré que les médias sociaux sont maintenant un terreau fertile à la désinformation, mais aussi aux théories du complot, auxquelles s'ajoute désormais la présence importante de discours haineux et d'intimidation. Je pense que l'actualité en témoigne actuellement. Mais ce sont les trois blocs que nous allons aborder aujourd'hui. Et dans ce panel, nous souhaitons vraiment être en mode solution. Donc, quelles actions faut-il poser pour lutter contre la désinformation, que ce soit du point de vue de la recherche, des grands médias et des médias sociaux? L'idée, bien sûr, ce n'est pas d'éliminer la désinformation, mais davantage de comprendre comment l'information scientifique, basée sur des données probantes, sur des consensus, sur des faits, fasse contrepoids à l'information plutôt erronée, qu'elle soit davantage lue, entendue, comprise par le plus grand nombre de personnes. Parce qu'on le sait, ça, la recherche l'a démontré, la fausse information circule plus rapidement et plus efficacement que l'information vérifiée. Donc aujourd'hui, j'ai des invités autour de la table pour en discuter. Ma première invitée, Marie-Ève Carignan, elle est professeure-chercheuse au département de communication de l'Université de Sherbrooke, directrice du pôle média de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Bonjour Marie-Ève. Bonjour. J'ai Jean-François Clich également, journaliste, vulgarisateur scientifique au journal Le Soleil, collaborateur pour Québec Science, qui vient d'ailleurs de publier un livre, Le Fake News, le vrai, le faux et la science aux éditions Multimonde. Bonjour Jean-François. Hello. Émile Roy, réalisateur, YouTuber, qui participe actuellement au projet Oasis Immersion, présenté au Palais des Congrès de Montréal, au balado Sais-tu quoi sur Audio de Radio-Canada. Vous le voyez également à la semaine des 4 juillet à l'occasion. Sa chaîne YouTube compte pour plus de 150 000 abonnés et a plus de 5,5 millions de visionnements avec des sujets comme l'amour, l'environnement ou la pandémie. Bonjour Émile. Bonjour. Bonjour à vous trois. Et j'ai un collaborateur, en fait, Benoît Sévigny, directeur de communication au FRQ, qui posera les questions en votre nom à nos panélistes. Dis-je. Bonjour, Benoît. Bonjour. Je précise d'ailleurs que les questions ne sont pas partagées à l'ensemble des participants, donc ne vous gênez pas. Pour débuter l'activité, bien sûr, nous avons le plaisir d'accueillir Rémi Quirion, le scientifique en chef du Québec depuis 2011 et dirigeant des fonds de recherche du Québec. Bonjour, Rémi. Oui, bonjour Julien. À toi la parole. Oui, merci aux trois panélistes. Là. On a bien hâte de vous entendre, d'écouter. On veut aussi des solutions. Je sais que ce n'est pas facile, là, mais à titre de scientifique en chef, dirigeant des fonds de recherche du Québec, bien sûr, ça nous préoccupe. Tout ce qui est désinformation depuis plusieurs années, presque depuis je suis en poste. Là, on a eu différents programmes que vous connaissez probablement, le programme Dialogue, par exemple, aussi des forums sur la désinformation, des détecteurs de rumeurs en partenariat avec l'agence Science Presse et le Bureau de coordination interuniversitaire. Et un petit nouveau, à partir de cette semaine, à partir du 1er avril avec Télé-Québec, on veut des faits, donc des capsules aussi là, assez ludiques pour essayer d'aider un peu tout le monde à mieux naviguer dans tout ce qui est information scientifique, tout ce qui est désinformation et aussi essayer d'attirer les jeunes là-dedans. Ça a été mentionné, la pandémie, là, la science, sur la place publique à tous les jours.
depuis le début de la pandémie. Ça, c'est très positif. Nos chercheurs beaucoup plus présents sur la place publique, mais en même temps, ça vient avec un certain prix à payer, si on veut, là, qui est plus associé à des informations fausses nouvelles, théorie du complot, les vaccins, c'est bon, c'est pas bon, le virus n'existe pas, il existe. Donc, pas toujours simple pour nous, pour les chercheurs, chercheuses de naviguer là-dedans, de s'y retrouver. Et en dépit de tout ça, le public a une grande confiance aux chercheurs, communicateurs scientifiques, journalistes scientifiques, donc beaucoup de confiance. Mais du côté des chercheurs, chercheuses, ben, ça vient avec une certaine responsabilité. Et lorsqu'on va dans les médias, ben, on ne peut pas dire n'importe quoi non plus, même si on a un titre de professeur d'université. Donc ça aussi, on va probablement en discuter un peu aujourd'hui, là. Donc, on veut vraiment vous écouter et en espérant trouver des solutions et aussi des suggestions, quelle pourrait être la prochaine étape pour les fonds de recherche du Québec, là, comment essayer de travailler et d'avoir des façons de faire nouvelles dans cet univers un peu compliqué là, de la désinformation par rapport aux données probantes, par rapport aux données scientifiques. Merci bien, on est à l'écoute. Merci beaucoup, Rémi. On te retrouvera à la fin de notre panel, bien sûr, pour le mot de la fin. Commençons tout de suite avec le bloc numéro 1, là, c'est-à-dire la désinformation. Mais avant, j'ai en effet 2 questions de sondage à vous poser. Vous allez voir apparaître à l'écran des choix de réponse, une question, et vous pourrez cliquer et bien sûr soumettre pour envoyer votre réponse. Ce sera un peu notre échantillonnage maison, bien sûr. Donc, la première question, je demanderai à Stéphane là, de nous l'envoyer à l'écran. Durant les 7 derniers jours, là, combien de fois pensez-vous avoir observé ou avoir été témoin de désinformation? Je vous laisse quelques secondes à répondre. Et n'oubliez pas, mes panélistes, que je vais un peu vous questionner là-dessus par la suite. Donc, les gens répondent quand même en masse. Ça fait beaucoup de réponses à la fois. On est presque atteint le maximum de gens qui répondent. Je vais mettre fin au vote dans quelques instants. Parfait, on peut mettre fin au vote, Stéphane, si tu veux, et afficher à l'écran, donc de 0 à 5 fois, 51 %, donc près de la moitié de la cohorte, et de 6 à 15 fois, quand même, près de 30 %. Donc, c'est beaucoup, on garde ces chiffres-là en tête. On va réagir là-dessus par la suite. Et je vais vous poser la prochaine question, c'est-à-dire, je vais la fermer ici, la prochaine question. Est-ce que la présence de chercheurs dans l'espace public et de chercheuses, bien sûr, et de journalistes scientifiques, selon vous, dans le débat, est une solution à la désinformation? Ça répond beaucoup, très rapidement, et ça s'enligne vers une réponse quand même assez importante. On va mettre fin au sondage dans quelques secondes. Parfait, on a une grande tendance. Merci Stéphane. On peut mettre fin au vote et afficher les résultats à l'écran. Parfait. On a quand même un résultat, donc absolument, moyennement. Donc, on a quand même une position forte là, pour les 2 premières qui nous dit que les chercheurs ont leur place, les journalistes scientifiques également. Reste de voir comment on le fait. Ce sera peut-être un sujet de discussion. Je vais me tourner vers Marie-Ève, en fait, pour première réaction sur la première question. Est-ce que, selon toi, tu es surprise de voir que notre cohorte là, de personnes qui nous regardent ont vu entre 0 et 15 fois en majorité de la désinformation depuis les 7 derniers jours? Je ne suis pas surprise. Il y a beaucoup de désinformations qui circulent, particulièrement depuis Internet et même avant, là, la désinformation n'est pas apparue avec Internet, mais depuis la pandémie, on observe à quel point il y a toutes sortes d'informations fausses, parfois non vérifiées, non confirmées qui circulent sur la pandémie. Là, le climat est très propice en ce moment avec tous les enjeux autour de la vaccination, autour des mesures sanitaires pour voir circuler cette fausse information-là, sachant aussi qu'il y a beaucoup de fausses informations qui circulent et qui n'est pas repérée parce qu'on n'a pas toujours tous les outils pour repérer la fausse information. Donc, parfois, les gens voient passer de l'information fausse sans le savoir. Parfois aussi, on a de la difficulté à définir qu'est-ce que la désinformation. Dans une recherche qu'on a faite avec un de mes étudiants, on demandait à des gens qu'est-ce qu'étaient les fausses nouvelles. Puis pour eux, parfois, une erreur journalistique était une fausse nouvelle, alors que ce n'est pas la même chose. Donc, ce n'est pas facile déjà au départ de définir qu'est-ce que la désinformation. Mais ça ne me surprend pas. Beaucoup circulent en ce moment.
Et rapidement, Jean-François, en tant que journaliste scientifique, est-ce que tu es surpris du fait que les gens estiment en grande majorité que les journalistes scientifiques et les chercheurs même, et c'est quand même deux métiers différents, souhaiteraient en voir davantage sur l'espace public? Moi, j'ai l'impression que c'est une question qui était très, comment dire, très bien formulée pour bien faire paraître les journalistes scientifiques, parce que je pense que quand on regarde les sondages, les résultats de sondages, les médias, les journalistes de manière générale ne jouissent pas d'une grande confiance dans l'esprit des gens. Les scientifiques ont toujours, ça se maintient à des niveaux très élevés. Fait que formuler la question, mettre les deux dans la même question, c'est une bonne façon que le résultat soit flatteur pour les journalistes scientifiques. Je te remercie beaucoup. Parfait. Je vais m'adresser à vous trois. Émile pourra peut-être saisir la balle au bon pour faire suite aux questions de sondage. Vous le savez que la semaine passée, là, c'est sorti, je pense, mercredi, le Center for Countering Digital Hate, le CCDH, a fait une recherche. Et on laissait pareil que 12 utilisateurs sont responsables de plus de 73% du contenu anti-vaccin diffusé sur Facebook, Instagram et Twitter. Selon toi, Émile, est-ce que les GAFAM, là, on parle de Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, sont les seuls à blâmer là, pour cette crise de l'information? Mais déjà, le 12 personnes est 12 étonnant. pages. 12 Ah, pages. 12 pages, oui. C'est étonnant. Ils ont une part de blâme, c'est certain. Là. Facebook, Google, YouTube, Instagram. En fait, la force et aussi le talon d'Achille de ces grandes plateformes-là, c'est qu'ils ont un algorithme puissant qui vont encourager les réactions. Puis moi, je l'ai vécu au fil des années quand je faisais des vidéos qui étaient un peu plus impulsives ou un peu plus émotionnelles. Je voyais qu'il y avait peut-être plus de portée tout de suite, ça s'était plus partagé, tout ça. Puis on vit dans des moments, Dieu sait que c'est des moments très difficiles. Donc oui, là, je pense qu'il y a une part de blâme. Ces plateformes-là ont un ADN qui fait en sorte que le contenu qui va aller chercher l'émotion des gens qui sont frustrés en ce moment, puis il y en a beaucoup, bien, ce contenu-là va être mis en avant très vite puis beaucoup partagé. Mais c'est aussi des plateformes qui permettent des choses extraordinaires. Fait, puis le blâme, on peut aussi pointer les gens qui en ce moment se posent beaucoup de questions puis qui décident d'aller pointer du doigt tel groupe de gens puis qui décident d'inventer des théories. Puis tout ça, c'est quand même des gens humains qui inventent ça puis qui écrivent ça. C'est pas Facebook. Donc, c'est complexe. Mais oui, ils ont une part de blâme, là. Est-ce que, Marie-Ève, ces résultats-là t'ont surpris? Puis est-ce que de la recherche peut nous indiquer jusqu'où ça peut aller, même en termes on va dire, de monopole, ou c'est peu de pages qui, quand même, propagent la désinformation. C'est quand même ahurissant, là. Oui, les résultats ne m'ont pas surpris comme tel parce que j'avais déjà entendu ce propos-là des équipes de recherche là, qui travaillaient là-dessus. J'avais entendu aussi le lien financier parfois qui pouvait être complexe. Donc, selon différents chercheurs, il y a un lien entre certaines pages qui financent beaucoup les réseaux sociaux, beaucoup de pubs et qui ne se font pas fermer parce que, c'est une source de revenus important pour les plateformes. Évidemment, ça pose toute la question, justement, l'indépendance des plateformes. C'est des plateformes qui font du revenu publicitaire, donc ils ne veulent pas se fermer la porte à de la publicité. Mais depuis le début de la pandémie, notamment, ça a été exacerbé, toutes ces questions-là sur le rôle des plateformes. On a vu qu'il y a eu beaucoup d'actions qui ont été prises par les réseaux sociaux à différents moments pour fermer des comptes ou bloquer des idéologies, par exemple. Lorsqu'on voyait des informations qu'on savait fausses passer sur la pandémie, on bloquait ces contenus-là, on mettait des avertissements. Il y a eu des blocages massifs contre des mouvements, si on pense par exemple aux idéologies de QAnon. Donc, il y a eu quand même des actions beaucoup plus concertées et beaucoup plus fortes des plateformes depuis le début de la pandémie pour essayer de bloquer du contenu. Mais à ce moment-là, ça ouvre à d'autres critiques. Est-ce que c'est le rôle des plateformes de faire ça? Est-ce qu'il faut qu'il y ait des mesures plus larges, gouvernementales, internationales? Est-ce que ça s'inscrit dans d'autres actions aussi pour éduquer les citoyens à ce qu'ils consomment? Et est-ce que parfois, ça peut avoir l'effet contraire? Parce que quand ces plateformes-là ont bloqué, par exemple, du contenu lié à la mouvance QAnon, pour prendre un exemple, bien, dans ces groupes-là, ce qu'on entendait, c'est « préparez-vous, on va nous bloquer, donc enlever les références directes au mouvement,
enlever les références directes à de la violence et on est en train de contrôler le message pour essayer de ne pas se faire bloquer, on le voit venir. Et parfois, c'est même récupéré dans des mouvements qui partagent soit des théories complotistes ou des fausses informations en disant, bien, voyez, la preuve qu'on a mis le doigt sur la vérité, c'est qu'on nous empêche de dire les choses, dépêchez-vous à la partager avant qu'on soit censuré parce que, bon, encore, le contrôle financier essaie de bloquer la vraie information. Et donc, c'est comme si ce blocage-là, parfois, est repris pour venir nourrir l'argumentaire même de ceux qui partagent de la désinformation. Mm-hmm. Jean-François, en complément peut-être? Ça va. Mais ma prochaine question va aller vers toi parce qu'en fait, dans le milieu journalistique, on a vu qu'en 2021, là, le baromètre de confiance Edelman a sorti des résultats qui disaient que toutes les sources d'information, les médias traditionnels, les moteurs de recherche, les médias de marque, ont enregistré un déclin de la confiance par rapport à l'année précédente. Mais est-ce que la baisse de confiance, justement, alimente le phénomène de la désinformation? Je ne pense pas qu'on puisse dire que ça l'alimente au sens, c'est certainement pas activement. Il y a des faussetés qui circulent dans les médias d'information. C'est un clou sur je ne dirais pas le contraire, je tape sur ce clou-là depuis des années. Mais disons que c'est ce lien de confiance-là, cette crise de confiance-là que les médias, puis le métier de journaliste au grand complet traverse, je pense que ça enlève un frein, c'est sûr, à ces faussetés-là, parce que quand ceux dont la job est d'informer et donc de défaire ce genre de fake news-là, quand ces gens-là n'ont pas la confiance de la population, ils ne peuvent pas jouer leur rôle. Fait que je pense que ça enlève un frein. C'est plus ça que ça fait. Est-ce que, Marie-Ève, historiquement, on a déjà observé une baisse de confiance dans les institutions, dans les médias? Puis, est-ce qu'il y a eu des mouvements historiques de regain, par exemple, avec des actions qui ont été prises dans le passé? Est-ce qu'on a des informations dans ce sens-là? Mais on ne mesure pas toujours la confiance de la même façon selon une étude à l'autre. Alors, parfois, c'est difficile à comparer. Ce qu'on voit, par exemple, c'est que des études similaires qui avaient été faites sur la confiance, là, je pense entre autres à des études ici qui avaient été faites à l'Université d'Ottawa qui reprenaient des questions qu'on avait posées dans des sondages en France. On voyait qu'on avait quand même une plus grande confiance ici dans les médias et pas toujours dans les mêmes médias. Donc, une plus grande confiance, par exemple, dans les médias télévisés ici. Mais ce qui est à noter, c'est que depuis le début de la pandémie, nous, on a fait des sondages populationnels à différents moments. Puis quand on corrélait nos résultats, ce qu'on voyait, c'est qu'il y avait vraiment un lien. Donc, les gens qui adhéraient davantage aux fausses nouvelles ou aux thèses complotistes, aux énoncés complotistes qu'on leur avait soumis, mais souvent avaient plus tendance à être méfiants envers les médias, donc s'informer davantage sur les médias sociaux que par les médias traditionnels. On voyait aussi un lien des gens qui avaient moins confiance envers le gouvernement, le fonctionnement gouvernemental, les politiciens, et qui avaient moins confiance envers les chercheurs. Bien, c'est des gens qui avaient plus tendance à croire à ces énoncés-là. Donc, la confiance peut être un facteur de protection. Sans doute, ça oriente le choix des sources d'information. Ça oriente peut-être de croire des gens qui n'appartiennent pas nécessairement au domaine scientifique, politique ou médiatique. Puis est-ce qu'il y a une différence, peut-être, Émile, en termes générationnels, dans la confiance envers les médias? Est-ce que tu as été capable de le sentir? Puis peut-être que Marie-Ève pourra compléter avec des chiffres, mais au niveau, on va dire, d'une tranche de 15, 25 ou 35, est-ce qu'on sent également un égarement? Parce qu'on le sait que les jeunes sont moins sur les plateformes sociales, donc consomment leur information différemment. Comment tu le perçois? Ben, c'est toujours difficile à dire. Je ne sais pas si on m'entend, oui. C'est toujours difficile à dire par rapport, est-ce que les jeunes écoutent les nouvelles? Est-ce que les jeunes vont lire la presse, le devoir? Je pense qu'il y en a beaucoup qui le font. Étonnamment, il y en a beaucoup qui le font quand ils entrent dans la vingtaine. Moi, les gens que je côtoie, là, mes amis, tout ça, ont quand même une envie d'aller vérifier l'information et même d'aller s'informer au quotidien sur le monde via des sources comme les journaux puis comme les grands médias. Mais ils vont bien entendu souvent entendre parler de l'information en premier via Twitter, Facebook et des discussions dans la rue. Puis ça, je pense que c'est propre à tout le monde, à toutes les générations, là. On entend d'abord souvent parler de quelque chose via notre famille, nos amis ou un tweet. Puis après, on va vouloir aller plus en détail, creuser le sujet sur des grands médias. Donc, les gens qui vraiment s'intéressent à l'actualité vont le faire, même dans ma génération, là. Mais il y a un enjeu pour ceux qui sont juste pas intéressés nécessairement à aller s'informer au quotidien. Puis ces gens-là, effectivement, peut-être qu'ils s'informent surtout sur les réseaux sociaux. Puis ça, c'est un enjeu, je pense, là.
Et je vais poursuivre avec toi, peut-être après, Jean-François, pour réagir parce que ça le concerne également. Est-ce que toi, tu maîtrises les codes, on va dire, des réseaux sociaux parce que c'est quand même quelque chose à part entière. On parle à une communauté de manière différente qu'un journal, qu'un téléjournal avec Céline Galipeau, par exemple. Tu les maîtrises. Est-ce que les grands médias les maîtrisent, ces codes-là? Et à ce moment-là, un des problèmes, c'est si les jeunes sont tous là, est-ce qu'ils ont de la misère justement à maîtriser ces codes-là pour que cette information-là, dite, on va dire, plus vérifiée, trouve écho dans une génération qui est plus habituée à ça? Ben, je pense qu'il y a quand même une certaine maîtrise, là. On voit de plus en plus des contenus de Radio-Canada ou de RAD, par exemple, qui est une branche de Radio-Canada sur Facebook. La presse est très présente. On voit passer beaucoup de trucs sur les réseaux sociaux qui viennent de ces grands médias. Après, je pense qu'il y a quand même une distinction qui sera toujours présente sur les réseaux sociaux. C'est que les gens sur Internet cherchent l'authenticité. Ils cherchent l'individualité des gens, la personnalité des gens. Et ça, c'est propre à Internet en général. Et c'est difficile, effectivement. Les grands médias puis les journaux partent avec plusieurs pas de recul parce que c'est beaucoup plus difficile pour eux d'être dans l'esprit d'authenticité qui fait le succès des réseaux sociaux parce qu'ils ont une équipe, c'est corporatif. Donc c'est ça, on part avec un désavantage et c'est plus facile pour ton ami de publier une photo de sa journée qui va plus rejoindre un cercle plus rapidement que la presse, par exemple. Mais après, c'est complexe, puis ça peut aussi, il y a des grandes nouvelles qui sont virales aussi, là, donc c'est complexe. Et Jean-François, comme journaliste, est-ce que tu as ce souci-là lorsque tu rédiges un article, lorsque la corporation également met de l'avant les articles de vérification que tu fais comme vérificateur de faits? La préoccupation de formater mes textes pour que ça pogne plus sur YouTube, et c'est non. Non, du tout. Et je pense, tu sais, ça dépend de ce que tu veux faire. C'est toujours la même chose en communication. Ça dépend de ce que tu veux faire. Si tu veux, tu peux pas faire un texte de vérification factuelle de la même façon que tu fais un vidéo YouTube ou peu importe. Tu peux pas faire ça. Et je n'essaie pas de le faire. J'essaie pas de devenir viral non plus. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est vraiment d'inspirer la confiance, d'être digne de confiance, de maintenir toujours cette confiance-là parce que parce que je la mérite continuellement en validant, contre-validant tout ce que j'écris, en mettant toutes les nuances, en n'essayant pas de grossir de grossir la nouvelle, de grossir l'histoire, comme malheureusement on a tendance à le faire de manière générale dans les médias. Fait que moi, c'est plus ça que j'essaie de faire. Et ça marche. Quand je regarde, nous autres, on a toujours, je pense que tous les médias ont ça, là, tous les journalistes ont ça, des espèces de rapports de cette semaine, qu'est-ce qui a bien fonctionné sur nos sites et tout, sur nos sites, nos applications. Non seulement en termes de clics, là, mais en termes de temps passé dans chaque texte. Puis mais j'ai toujours un ou deux textes là, qui sont dans le top 10 de tout le groupe de presse. Là. Fait que, quand on bâtit cette confiance-là, ça marche, quoi. Pas besoin de passer par des... Puis là, je dis pas que c'est ça qu'Émile fait, là, mais pas besoin de passer par... de sensationnaliser, de faire des gros titres et tout. Là, une fois qu'on a cette confiance-là, les gens... On n'a pas besoin d'attirer l'attention. Les gens vont la donner, cette attention-là, parce qu'on la mérite. Excellent. Marie-Ève, avec les articles de Jean-François de fact-checking, c'est un peu, je dirais, une façon de contrebalancer la désinformation. Au niveau de la recherche, là, est-ce qu'on va avoir un jour un remède ou un vaccin ou une initiative, une innovation qui va nous permettre, en fait, de mieux la cibler ou de mieux l'identifier, par exemple? Est-ce qu'il y a des exemples qu'on peut citer dans le monde actuellement ou qu'est-ce qu'on peut voir en avant de nous dans les années qui s'en viennent, étant donné que quand même le phénomène il est quand même assez important actuellement? Oui, c'est une bonne question. Ce serait vraiment grave s'il y avait une recette toute simple. Évidemment, il n'y en a pas.
Je pense qu'il se fait plein de choses intéressantes en ce moment puis qu'il faut fouiller. Moi, j'écoutais ce que Émile et Jean-François disaient tout à l'heure, là, juste avant, puis je me disais, il y a un lien intéressant parce qu'Émile disait, les gens vont aller être interpellés sur un sujet par YouTube, par Facebook, peu importe, puis après ça, ils vont fouiller pour le creuser. Mais c'est là que, par exemple, la vérification de fait ou le travail que Jean-François fait est particulièrement intéressant, c'est que si des gens doutent et qui ne sont pas encore en train d'adhérer à des fausses croyances ou juste se posent des questions, mais ils vont aussi être exposés à cette information vérifiée-là. Puis c'est sûr que c'est une solution à la désinformation. Au moins, ceux qui se posent des questions, qui doutent, vont être exposés à différents points de vue, puis vont pouvoir se faire une opinion plus nuancée des choses. Puis d'ailleurs, là, tout à l'heure, je parlais de confiance, mais quand même, c'est important de le mentionner. Je ne l'ai pas mentionné, mais dans nos études populationnelles, on comparait 8 pays ou régions dans le monde, puis on était quand même là, dans les pays où le taux de confiance était le plus haut là, envers autant la science que le politique. Donc, la confiance est quand même là. En ce moment, il y a plein d'initiatives qui se développent. Vous avez parlé tantôt, Rémi Quirion a parlé tout à l'heure de ce qui se faisait avec l'agence Science Presse. Il y a beaucoup de formations qui se donnent, par exemple 30 secondes avant d'y croire avec la FPJQ, qui est un modèle aussi semblable en France. Beaucoup d'initiatives individuelles, les commissions scolaires, il y en a qui m'appellent pour me parler de leurs projets. Il manque peut-être de quelque chose de plus structuré. Puis, une de nos ambitions de recherche, en tout cas, nous, avec l'équipe de la chaire UNESCO-Prev en ce moment, c'est peut-être d'avoir un projet de recherche à plus long terme pour aller évaluer ces différentes initiatives là, voir comment elles fonctionnent à court, moyen, long terme, chez qui, parce que c'est bien beau créer des capsules, créer des formations, créer des vidéos d'information. Si on ne sait pas qu'est-ce que ça donne, bien, on peut difficilement dire est-ce que c'est le bon moyen à mettre en place. Donc, c'est sûr qu'il y a tout ce défi-là d'évaluation à court, moyen, long terme qui s'en vient pour vraiment identifier où on doit mettre nos efforts, où on doit concentrer nos actions. Puis, il y a même des chercheurs qui essaient en ce moment, je fais partie du comité de direction d'une initiative qui s'appelle La Science d'abord, Science Up First, que vous pouvez voir en ligne, qui vise à faire ça. Donc, des scientifiques qui sont mis ensemble pour essayer de vulgariser des contenus qui font consensus scientifique, disons, chez le plus grand groupe de scientifiques là, en lien avec la COVID, en lien avec la vaccination, pour essayer de rendre le contenu plus vulgarisé puis qui circule plus facilement sur les réseaux sociaux parce que c'est ça le problème aussi. C'est beaucoup plus difficile de faire circuler une étude scientifique qui fait 25 pages puis qui est lourde à lire que d'une vulgarisation scientifique d'une image qui est très parlante ou un meme. Comment contrer ça? Mais on essaie en ce moment, on a un projet dont je pourrais vous reparler dans quelques temps peut-être, mais d'utiliser par exemple des stratégies de communication avec des memes ou d'autres pour rejoindre un plus large public puis vulgariser la science ou des projets comme Science Up First. Mais c'est vraiment des essais qui vont devoir être évalués scientifiquement à plus long terme pour voir vraiment leur efficience. D'ailleurs, l'initiative La Science d'abord, qui sont présents sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur TikTok également, justement, je trouve qu'ils ont trouvé, il était temps, là, cette solution-là, parce que ce n'est pas évident d'utiliser les codes, le savoir, on va dire, universitaire, l'expertise, mais également, il y a des chercheurs qui ont développé une réelle expertise là, dans une communication, je pense à Science Sam, par exemple, à Toronto, qui peut vulgariser à la sauce, on va dire, Instagram, des résultats de recherche de manière assez impressionnante. Je pense qu'on a quelque chose, en effet. Là. Oui, mais c'est sûr que c'est aussi parfois contre-intuitif. Avec mon collègue Marc Desdavid, ici au département de communication, on donne un cours à des chercheurs qui sont au doctorat ou au post-doctorat et qui viennent faire ce cours-là pour apprendre à mieux communiquer leurs recherches, mieux vulgariser, puis c'est pas naturel. Il y a toujours une crainte pour un chercheur de vulgariser puis de communiquer ses résultats parce qu'il a toujours peur d'être mal cité, d'être mal compris. Il a peur de la réaction du public, mais il a peur de la réaction aussi de la communauté scientifique. Si je vulgarise trop, est-ce que je vais avoir l'air de mal comprendre mon sujet? Si je m'éloigne du terme très scientifique pointu, on a beau expliquer que c'est bien de donner des exemples, des métaphores pour que le public comprenne. Puis comme scientifique, on a un devoir de justement faire connaître nos résultats de recherche pour montrer à quel point ils servent au public, puis que la science, on la finance parce que ça sert aux gens ultimement, mais ça fait peur aux scientifiques de sortir de leur zone de confort et d'essayer de se lancer dans cette vulgarisation scientifique-là. Ce n'est pas tout le monde qui a la même aisance, donc parfois c'est un défi pour les scientifiques d'aller communiquer cette science. Donc, on tourne autour des solutions possibles. On sent là, ici là, que les chercheurs ont besoin d'être épaulés, d'être mieux reconnus aussi lorsqu'ils le font, peut-être d'avoir des formations davantage structurées, meilleure fédération aussi de toutes ces initiatives-là. On tourne autour du pot, c'est intéressant. Je me demandais, Marie-Ève, en termes de recherche, est-ce qu'on a encore des inconnus par rapport à la désinformation? Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas encore? On sait beaucoup de choses, on mène des sondages, mais est-ce qu'il y a encore des inconnus qu'on souhaite connaître prochainement? Là?
Il y en a plein, il y en a plein. Justement, on a tout le défi de connaître comment on va mieux vulgariser la science, puis comment on peut structurer ça à long terme pour outiller les chercheurs à mieux faire, puis à avoir une meilleure présence dans la sphère publique, dans les médias, sur les médias sociaux. Donc, il y a vraiment besoin d'outils pour les appuyer, les aider, puis leur donner là, les ressources pour le faire. Sur la désinformation, il se fait beaucoup de choses, mais au Canada, c'est assez récent ce qui se fait. On voit beaucoup que tout ce qui concerne les fausses nouvelles ou ce qu'on peut appeler fake news, il y a plein de façons de les nommer, mais j'ai tendance à trouver que fake news représente un peu plus l'esprit derrière ce genre de nouvelles. C'est beaucoup des recherches qui sont ailleurs qu'au Canada qui se sont faites. Donc, il y a encore besoin de voir ce qui se passe ici. La même chose quand on pense aux théories complotistes qui englobent parfois beaucoup de choses, c'est important de le définir. Puis, c'est important de voir ce qui se passe au Canada parce que ce qui s'est fait, c'est beaucoup ailleurs. Nous, ça faisait déjà quelques années qu'avec l'équipe, on voulait faire quelque chose au Canada parce qu'on voyait qu'il ne se faisait presque rien au Canada. Là, ça s'est accéléré pendant la pandémie, mais il reste encore beaucoup d'espace à prendre. Donc, on va terminer ce bloc-là sur la désinformation, peut-être là, en essayant de vulgariser ou de mettre dans l'oreille du scientifique en chef quelques solutions. Selon votre point de vue, peut-être commencer avec Jean-François, là, si tu avais une solution à court et à moyen terme pour la désinformation, sur quoi tu investirais les efforts? Ce serait quoi le message que tu lancerais? Disons, si je m'en tiens au monde des médias, là, celui que je connais le plus, si je m'en tiens au monde des médias, peut-être qu'une chose qui pourrait aider, je pense, à plusieurs égards, ce serait une forme de, je ne sais pas si ce serait un ordre professionnel ou quelque chose comme ça, mais à peu près quelque chose dans cette idée-là, là, parce que d'une part, je pense que il y a une partie du problème, c'est qu'il y a beaucoup de médias, que ce soit sur le web ou médias vraiment de façon générale, là, qui vont dire qu'ils font de l'information, qu'ils font des enquêtes, qu'ils font du journalisme, que regardez, les vraies nouvelles, c'est nous autres. Si on réservait ces termes-là aux vrais journalistes, entre guillemets, et aux vrais médias d'information, déjà, ça leur enlèverait certaines munitions. Et d'autre part, je veux dire, les ordres professionnels ou peu importe la forme exacte que ça prendrait, si le privilège d'avoir le titre de journaliste ou le privilège de pouvoir dire qu'on fait de l'information, si ça venait avec une forme de reddition de compte, chose qu'il n'y a pas en ce moment ou presque pas dans le métier de journaliste, ça aussi, je pense que ça pourrait aider certainement. Émile, du point de vue du créateur de contenu, du réalisateur, est-ce que tu aurais une solution à proposer, toi? Moi, je suis plus dans l'ajout de ressources, là. Je pense que la source du problème pour beaucoup de médias, c'est le financement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même la presse, là, on peut parler des grands médias aussi, même pas juste des indépendants. Si un grand média veut que son article soit beaucoup vu, il y a une tendance à aller vers moins de nuances dans les articles, moins de nuances dans le journalisme, moins de nuances dans les médias. Et pour que les articles soient vus, les gens cliquent sur ces articles-là et que la publicité soit vue puis que ça génère de l'argent. T'sais. Le modèle publicité sur les clics, qui est le modèle de tous les médias sociaux et de tous les sites Internet, fait en sorte que c'est difficile d'encourager la nuance, la lecture, la vraie lecture critique. Donc, si on change ces modèles de financement-là, parce qu'il faut ajouter des ressources, parce qu'il manque d'argent, parce qu'il n'y a pas de modèle de financement des contenus sur Internet, par exemple. Moi, si demain matin, je veux partir une série pour Internet, par exemple, il n'y a pas de financement au Québec vraiment. Il faut passer par des web-séries avec la SODEC, puis c'est compliqué, mais tout ça pour dire, en France, par exemple, il y a des programmes qui peuvent financer même des chaînes YouTube de chercheurs, des chaînes YouTube de vulgarisation, des trucs. Il y en a plein des programmes qui commencent en France depuis quelques années. Au Québec, on n'a pas vraiment d'équivalent. Alors, on est obligé de se tourner vers la publicité, puis ça n'encourage pas la nuance. C'est pour moi le principal problème, c'est le financement. Il faut bien que les gens gagnent leur vie quand même, là. Et c'est difficile aujourd'hui au Québec avec les clics uniquement là, pour tous les médias et pour tout le monde, là. Donc, ajouter des ressources, je dirais. Merci beaucoup, Émile. En terminant, Marie-Ève, sur la désinformation, des pistes de solutions prioritaires que tu verrais d'un point de vue de la recherche?
Mais en fait, je suis d'accord aussi avec les collègues, l'importance de faire reconnaître le titre de journaliste puis la reddition de compte des journalistes. Je ne pourrais pas être plus d'accord, moi, qui s'intéresse au journalisme en recherche et donner des moyens aux médias, autant en ligne que les médias traditionnels. Pour les chercheurs, ben, je pense investir dans la recherche sur la désinformation. Et c'est vraiment drôle parce qu'avant la pandémie, on avait un projet sur la désinformation, sur suivre des initiatives qui lutter à la désinformation pour voir leur efficacité. Puis on avait vraiment du mal à trouver un financement. Là, avec la pandémie, les financements se sont multipliés pour lutter à la désinformation parce qu'on voyait le problème qu'on avait. Mais il faudra que ça perdure après parce que le phénomène, il ne va pas s'estomper avec la pandémie. Là, il va falloir qu'on investisse à long terme dans la recherche sur le phénomène pour mieux le comprendre, mieux pouvoir outiller les gens avec des solutions qui sont concrètes et qui sont durables dans le temps pour les chercheurs. Donc, je pense que le financement concerne autant les médias que la recherche à ce niveau-là, qui, elle aussi, là, avait vraiment du mal à financer des initiatives pour la lutte à la désinformation là, depuis quelques années. Ça, c'est un élément. Puis je pense qu'il va falloir aussi travailler sur qu'est-ce qui explique qu'on adhère à cette désinformation-là. Essayer de mieux le comprendre puis d'agir sur le plus long terme parce que ce que nos recherches nous montraient, par exemple, pendant la pandémie, on parlait à des journalistes pour voir comment la pandémie affectait les pratiques journalistiques. Puis vraiment, ce qui ressortait aussi, c'est la mécompréhension du travail du journaliste chez le public. Beaucoup de gens ne savent pas que le journaliste est soumis à des pratiques journalistiques. Il y a des codes de déontologie qui existent pour les journalistes, que c'est différent de pratiquer l'information quand un journaliste qui est censé avoir plusieurs sources d'informations versus quelqu'un qui fait un blog qui peut être hyper intéressant puis bien fouillé, mais qui n'a pas les mêmes contraintes professionnelles. Un peu la même chose, comprendre la science, pourquoi que des fois des recherches scientifiques se contredisent. C'est pas évident pour le public, puis il y a comme toute une éducation à avoir sur le rôle des journalistes, le rôle des scientifiques, le rôle du politique qui doit peut-être s'installer à plus long terme là, pour rendre les gens là, au courant des enjeux avant qu'arrive une crise. Merci beaucoup. C'est très riche. Je pense qu'on a plusieurs pistes de solutions. Je vais me tourner, bien sûr, du côté de Benoît, mon collègue, et des questions qui, quand même, se font en grand nombre. Donc, Benoît, si tu avais une question pour le bloc des informations. Oui, certainement. Beaucoup de questions. J'en prends une. Pensez-vous qu'une formation obligatoire de communication scientifique devrait être incluse à l'université et au cégep? Marie-Ève, disons, on vient du monde universitaire. Je vais te laisser répondre brièvement à cette première question. Oui, mais je vois que Jean-François avait l'air aussi d'avoir un avis, donc je vais le laisser compléter. C'est sûr que là, je prêche pour ma paroisse. Moi, je ne peux pas dire non. J'enseigne la communication aux médias, puis la communication scientifique, mais c'est pas seulement parce que je l'enseigne, c'est parce que je trouve qu'on a une responsabilité en tant que chercheur de montrer à quoi sert la science, de montrer pourquoi c'est utile pour le public, puis il faut donner les outils aux chercheurs pour le faire, puis c'est normal là, que quand c'est pas naturel, ça fait peur d'aller communiquer dans les médias, d'aller communiquer dans des conférences grand public, alors il faut outiller les gens pour ça. Donc oui, je pense que ce serait vraiment utile d'avoir plus de formation de ce genre-là pour outiller les chercheurs à le faire, puis leur donner envie là, de communiquer leur science. Puis à chaque fois, je donne des formations sur comment communiquer avec les médias à des chercheurs et des professeurs qui me disent à quel point ça leur a été utile, puis ils auraient aimé savoir ça avant. Et à chaque fois, ils parlent à des collègues pour l'avoir. Fait que je sens qu'il y a vraiment un besoin là, qui est vraiment grand. Écrit. Jean-François, en complément? Moi, je suis autant en conflit d'intérêts que Marie-Ève parce que je donne un cours qui s'appelle Communication scientifique chaque automne à l'Université Laval. Je dirais que l'inverse, sans doute, ça aide effectivement parce que je le vois dans ce cours-là que c'est pas tout le monde, même si les scientifiques, les chercheurs sont des gens très brillants parce que mon cours est ouvert à des gradués en sciences aussi, là, et même si ce sont des gens très brillants, communiquer, c'est un talent. Tu sais, c'est comme tous les talents, il est inégalement réparti. Mais je dirais aussi que peut-être l'inverse pourrait être très bénéfique aussi, c'est-à-dire ceux qui étudient en com, leur donner des notions de science, des notions de stats un peu plus solides. Je pense que ça aussi, ça pourrait être très utile. Intéressant. Benoît, je te laisse l'occasion de poser une autre question du public, bien sûr. Oui, certainement, qui vont un peu dans le même sens, mais plus au primaire et au secondaire. Donc, dès la fin du primaire et au secondaire, est-ce qu'on pourrait imaginer des outils pour reconnaître une information véridique d'une désinformation? Émile, je ne sais pas si tu as fini ton secondaire, pas récemment, mais du moins plus que nous. Là. Il y a quelques années. Assez récemment quand même. Ouais. Et
oui, c'est quelque chose que j'ai dit même il y a quelques années dans une vidéo sur notre génération. Il faut un cours d'esprit critique, de consommation médiatique. En fait, c'est nouveau, là. On nage dans une nouvelle, un nouvel espace qui est Internet, qui est les réseaux sociaux, qui n'existait même pas. Moi, au début de mon secondaire, ça commençait à peine à exister. Donc, moi, j'ai été dans la première génération qui a été sur ces réseaux-là en grandissant, mais la génération en dessous de moi encore plus, tu sais, dès le primaire. Il faut un cours dès le primaire ou secondaire pour être capable de discerner, de naviguer au moins là, dans ces plateformes-là, ça c'est sûr. Là. En complément d'information, Marie-Ève ou Jean-François? Oui, ben, j'allais juste dire, il existe plusieurs initiatives, comme je le disais précédemment, mais qui sont très ponctuelles ou individuelles. Je parlais, par exemple, de 30 secondes avant d'y croire. Je trouve que c'est un bon exemple et qu'il faut mesurer à long terme pour les effets, mais qui est une initiative où les professeurs peuvent appeler pour qu'un journaliste vienne dans l'école donner une formation, expliquer un peu son rôle, puis donner des exemples de c'est quoi de la fausse information. Mais le problème, c'est que c'est une initiative d'un professeur, d'une professeure, donc c'est pas structuré. On voit souvent l'éducation au numérique, aux médias, à comment choisir les sources d'information comme une compétence transversale, mais ce n'est pas tous les enseignants qui sont à l'aise pour donner ça de la même façon. Donc oui, si on avait quelque chose de plus structuré puis plus universel dans les formations, même si je ne suis pas une spécialiste là, en éducation comme telle, je pense que ce serait vraiment une bonne idée de le faire. Parfait. Vous irez tester le robot conversationnel de Radio-Canada, d'ailleurs, sur la désinformation, qui est un outil disponible pour tous, qui est quand même assez intéressant pour repérer la fausse nouvelle, favoriser également son esprit critique. Ce qui met fin à notre premier bloc sur la désinformation. On va entamer notre second bloc. Et à ça, bien sûr, vient la participation de vous qui êtes en ligne, notre sondage maison. Donc, le deuxième bloc qui se nomme Théorie du complot. Bien sûr, on parle de discussions ou de gens qui on parle des anti-vaccins, on parle de ceux et celles qui remettent en question, en fait, aussi le consensus scientifique. Et deux questions vont vous être posées. La première, connaissez-vous quelqu'un de votre entourage immédiat, travail, famille, amis, qui partage des informations, dis-je, à tendance complotiste? Merci de répondre, de soumettre votre question. Ça va très bien. Il y a plus de 75% du vote qui est rentré. On approche le 70% de réponses. On peut mettre fin au vote, Stéphane, merci. Après, on regardera cette donnée-là. Donc, 67% disent oui. Donc, ils connaissent quelqu'un de leur entourage immédiat. C'est quelqu'un de près de nous là, qui partage des informations à tendance complotiste. Nous le gardons en tête. Deuxième question de sondage. Selon vous, quel est le meilleur moyen de contrecarrer les discours qu'on nomme complotistes? Est-ce que c'est simplement de les ignorer? C'est de leur offrir moins de couverture médiatique? C'est de mettre davantage de moyens à déconstruire leur discours, de soutenir la recherche avant de comprendre davantage le phénomène ou d'obliger les GAFAM à réglementer davantage le contenu partagé et augmenter la surveillance? Donc, on a plusieurs choix de réponse. Prenez votre temps. On est ailleurs là, dans la terminologie. On est plus dans les solutions également. Les votes continuent à rentrer. On approche le 75% de votes compilés. Et ça augmente encore. Donc, je vais fermer le vote dans 5 secondes. Parfait. Merci Stéphane de mettre fin au vote et de partager les résultats. Donc, on voit ici que dans ce sondage-ci, le meilleur moyen, c'est de mettre davantage de moyens à déconstruire leur discours. Donc, un peu le travail que fait Jean-François. Excellent. Et les autres vérificateurs de faits. Offrir moins de couverture médiatique et soutenir la recherche arrive à égalité à une vingtaine de pourcents et obliger les GAFAM. Donc, les ignorer, on voit que ce n'est pas une solution que vous trouvez souhaitable. Je serais curieux de vous entendre là-dessus. Peut-être Marie-Ève, là, qui a connu. Est-ce que, justement, ignorer les discours complotistes, c'est une solution en soi? Non, je ne crois pas que c'est une solution parce que les ignorer, c'est les laisser
exister puis essayer de laisser des gens être exposés à ces discours-là sans nécessairement avoir la nuance pour départager le vrai du faux. Tout à l'heure, on mentionnait l'importance, par exemple, de la vérification de fait pour moi offrir des alternatives de point de vue puis que les gens ensuite puissent juger qu'est-ce qu'ils décident de croire. Mais ça, je pense que c'est important justement là, d'essayer de contrecarrer certains discours pour au moins présenter d'autres points de vue, d'autres alternatives pour que les gens là, aient au moins toutes les clés en main pour prendre des décisions éclairées puis se faire une opinion éclairée. Donc, on ne peut pas juste laisser aller les discours. Cela dit, je pense qu'aussi c'est important de dire qu'il faut bien comprendre c'est quoi le complotisme. En ce moment, il y a un défi sur qu'est-ce que c'est le complotisme, c'est quoi l'idéologie complotiste, parce qu'il ne faut pas mélanger non plus. Puis parfois, ça sert certains discours de dire, bon, mais tous ceux qui sont contre les mesures sanitaires sont des complotistes. C'est pas ça. Il ne faut pas penser que tout le monde est complotiste. Là, nos données nous montrent qu'il y a une bonne présence de gens qui adhèrent à des énoncés complotistes selon nos données d'enquête. C'est important, c'est préoccupant, mais c'est moins préoccupant que dans la plupart des autres pays qu'on a mesurés. Et il y a des gens qui remettent en doute les mesures sanitaires, qui questionnent des choses, et c'est sain, c'est normal. Ils n'adhèrent pas nécessairement à une pensée complotiste. On adhère à une pensée complotiste au moment où on commence à penser qu'il y a vraiment un complot pour nous cacher des choses. Il y a une structure organisée derrière ce qui se passe en société et qui fait en sorte que là, des gens ont organisé ou orchestré en cachette des événements qui servaient leur propre intérêt. Mais ça, c'est quand même présent. Puis on le voit là, quand 67% des gens disent que oui, là, ils ont dans leur entourage des gens qui adhèrent à ces thèses-là. C'est que ça a beaucoup circulé pendant la pandémie. Donc, c'est très présent, mais il ne faut pas tout mettre non plus dans le même panier. Je tenais à le mentionner quand même. Parfait. Jean-François, je me demandais aussi, là, on parlait justement de ceux qui critiquent, en fait, là, on va dire de manière légitime, les mesures sanitaires dans le cas qui nous intéresse, mais ça peut être sur d'autres sujets. Mais il y a des gens qui utilisent aussi leur diplôme, hein, on sait, leur statut universitaire. On a des cas. Est-ce que toi, tu as des exemples à nous donner? Tu en as peut-être même là, récemment avec ton article que tu as écrit sur un certain microbiologiste là, qui écrit par rapport au virus. Tu as dû faire l'exercice là, assez fastidieux de démontrer que ce qui était avancé était faux et ces idées-là naviguaient depuis sur Internet depuis longtemps. Là. Donc, effectivement, et j'ai dû continuer jusqu'à aujourd'hui parce qu'il ne me lâche pas sur ma page Facebook. Cette personne-là qui a un diplôme en microbiologie, mais qui tient un discours qu'il dit qu'il n'est pas anti-vaccin, mais qui en fait l'est. Oui, effectivement, il y a de ça n'aide pas. Il y en a qui ont, qui se servent de leur diplôme pour pousser des théories, des thèses qui, quand on les montre à d'autres gens qui sont tout aussi, sinon plus experts qu'eux, qui ont, on montre leur thèse à 100 autres experts, puis il y en a un qui va dire peut-être, puis 99 qui va dire non, c'est faux. Mais ça, monsieur et madame, tout le monde ne le voit pas. Mm-hmm. Fait que une solution, ce serait peut-être une solution à ça pour contrecarrer ça, ceux qui se servent de leur diplôme, de leur statut de scientifique pour mousser des thèses qui sont dangereuses et de façon nuisible. Ben, le seul antidote que je puisse voir à ça, c'est que d'autres scientifiques plus nombreux, aussi nombreux que possible, fassent le choix d'aller sur la place publique, même si, comme on va le voir dans le prochain bloc, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile. En effet, puis il y a bien beau avoir un consensus, disons, sur le bénéfice des vaccins là, scientifiques, mais dès qu'il y a quelqu'un qui pose un petit doute, hein, on sait que c'est souvent une vérité qui est un peu là, faussée. En France, on peut parler de cette généticienne là, qui s'appelle Alexandra Henrion-Claude, là, dont la vidéo avait été vue 600 000 fois sur Facebook avant d'être supprimée. Bien, ça fait des dommages. Et c'est juste une petite lumière qui, finalement, fait balancer les gens. Émile, est-ce que tu as vu passer cette vidéo-là de généticienne, a été partagée abondamment? Puis est-ce que c'est le genre de truc qui te fait réagir, toi? Je n'ai pas vu cette vidéo-là en particulier, mais oui, des vidéos du genre. Je pense que moi, je suis bien entendu pas un expert, mais ce que je pense, c'est qu'il faut. C'est difficile déjà de débattre, on l'a dit, là, c'est presque impossible. C'est impossible de débattre directement avec des gens qui sont comme complètement ancrés dans une théorie complotiste. Mais ce qu'on peut essayer de faire en tant que société, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe là, en ce moment-là. Puis c'est quand même un symptôme qu'on ne peut pas ignorer. Là.
il y a quand même vraiment beaucoup de gens qui, en ce moment, se sentent pas bien, puis adhèrent à des théories comme ça. Puis ça, il faut essayer de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui justifie le fait qu'autant de gens se réfugient là, dans des théories parfois vraiment absurdes, parfois un peu moins absurdes, mais quand même des théories. Pourquoi autant de gens choisissent d'aller dans ces théories-là? Il y a des questions à se poser. Puis donc, pour moi, il faut aller dans l'histoire de ces gens-là. Puis il y a déjà certains journalistes qui l'ont fait. Tu sais, je pense à un excellent podcast du New York Times qui s'appelle Rabbit Hole. Je ne sais pas si vous connaissez, mais qui retrace l'histoire d'un jeune homme qui s'est radicalisé via YouTube, là, via des vidéos sur Internet. Lui s'est radicalisé tranquillement vers l'extrême droite. Puis, je pense dans des théories du complot aussi par la suite. Fait comment une vidéo peut emmener à une autre, à une autre, à une autre, puis te rassurer à chaque étape sur ce que tu croyais être tes échecs. Finalement, c'est des échecs sociétaux et ça te rassure et à chaque étape, tu tombes un peu plus loin. Fait que, bref, je pense qu'il faut essayer de comprendre ce mécanisme-là qui touche vraiment beaucoup de gens. Puis donc, on ne faut pas juste ridiculiser d'un revers de la main ces théories-là. Là. En effet, de comprendre, mais également, Marie-Ève, est-ce que les efforts doivent être mis sur les gens d'essayer de convaincre les gens qui semblent convaincus dans leurs idées, on va dire, extrêmes, ou les efforts communicationnels des journalistes ou des scientifiques doivent être mis vers ceux qui sont plutôt soit indécis ou disons, ou plutôt ambivalents, vers où on met nos efforts, en fait? Ouais, je pense que l'idéal, ce serait de mettre les efforts en amont, c'est-à-dire avant que les gens soient même indécis, c'est de leur donner tous les outils pour qu'ils fassent les bons choix d'information, puis qu'ils prennent l'information au bon endroit, puis qu'ils soient plus critiques, ou qu'il y ait peut-être, Émile parlait tout à l'heure d'une espèce de mal-être, parce que quand il y a autant de gens en ce moment qui ont l'air de chercher ces thèses alternatives-là, c'est le symptôme d'autres choses aussi. Ça parle, nos données l'ont vraiment démontré, entre autres les sondages populationnels qu'on a fait depuis le début de la pandémie. Là, ce qu'on voyait, c'est qu'il y avait vraiment un lien entre les données sur la santé psychologique des répondants. Donc, par exemple, l'anxiété liée, le stress financier. Par la pandémie, des gens ont perdu leur emploi, les sources de revenus, la crainte pour leur santé, celle de leurs proches, ceux qui avaient plus de tendances dépressives ou qui avaient un faible sentiment de cohérence. Donc, mes collègues en santé publique ont mesuré le sentiment de cohérence, qui est comme une échelle qui permet de faire sens avec ce qui se passe, comprendre la situation, puis trouver des solutions dans tous les obstacles auxquels on fait face en ce moment. Mais tous ceux qui avaient ce profil psychologique-là un peu plus vulnérable, étaient davantage enclins à croire à des réalités alternatives, à des énoncés complotistes qu'on leur a soumis. Et forcément, cette croyance-là aussi dans ces énoncés-là génère de l'anxiété, de l'insécurité. Si je pense que le gouvernement me cache des choses, qu'il y a un complot, forcément, ça risque de me créer de l'anxiété, peut-être un sentiment d'isolement parce que être en ligne, Émile parlait du rabbit hole, mais c'est ça, souvent, quand je tombe en ligne, j'ai l'impression que les gens m'écoutent dans mes thèses complotistes, puis je compulse du contenu, mais je m'isole aussi de mes proches. Donc, il y a vraiment un besoin psychologique aussi qui est là, puis c'est encadrer les gens peut-être pour qu'il n'y ait pas besoin de tomber dans ce genre d'idéologie-là. S'ils le sont, bien évidemment, ça prend des gens qui sont spécialisés pour les accompagner, mais je pense qu'à la base de tout ça, si on donne aux gens les bons outils pour mieux s'informer avant qu'il survienne une crise, avant qu'ils adhèrent à de la désinformation, on serait déjà dans une piste de solution. Je pense aussi d'aller vérifier les faits, puis d'avoir des journalistes qui parlent de la situation, qui dénoncent peut-être ces fausses informations-là qui circulent, c'est important, mais il faut le faire aussi avec des nuances. Puis ça, c'est un autre projet peut-être pour les chercheurs. Après la pandémie, il va falloir voir comment on a traité de la désinformation, comment on a traité du complotisme et des fausses nouvelles. Est-ce qu'on l'a fait de la bonne façon? Moi, j'ai toujours une gêne quand je fais des entrevues. J'essaie de ne pas nommer, par exemple, les influenceurs qu'on connaît très bien et qui sont devenus des vedettes parfois dans la francophonie Internet, donc au-delà des frontières du Québec, mais en France, en Europe, on a des noms qui maintenant sont très connus chez nous. Est-ce que c'est une bonne idée de les nommer? Je ne sais pas. Il y a des éléments qu'on fait dans les médias, je comprends. Je pense que c'est important de parler du phénomène, mais il faut peut-être réfléchir aux effets. Puis ça, pour les chercheurs, peut-être qu'à long terme, là, on devra réfléchir à ce que notre couverture pendant cette pandémie-là nous donne des leçons dont on pourra tirer bénéfice pour malheureusement les prochaines pandémies qui surviendront certainement un jour. Je te voyais hocher la tête, Jean-François, tantôt sur le fait de
de s'attaquer à ceux qui sont convaincus plutôt que ceux qui sont plutôt à convaincre? Qu'est-ce que ça t'évoque? Non, pour péter la tête avec quelques-uns au fil des années, ceux qui sont vraiment convaincus, ça donne absolument rien d'essayer de les convaincre. Moi, je me pète la tête avec eux encore parce que je sais qu'il peut y en avoir sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est public, donc il peut y avoir ce qu'on appelle en bon français des bystanders, là, d'autres gens qui observent et qui, fait que je leur réponds quand même. J'essaie de ne pas perdre trop de temps là, parce que ça peut être infini, là, mais je leur réponds quand même. Mais eux, ceux qui sont vraiment le noyau dur là, de ces mouvements-là, de ces thèses-là, d'expérience, d'habitude, ils résonnent à l'envers. C'est-à-dire que, en principe, ce qu'on doit faire, si on veut être rigoureux, c'est de partir des faits et se former notre opinion à partir de ces faits-là. Eux, ils font l'inverse. Ils ont leur opinion et à partir de leur opinion, ils font un tri dans les faits pour ne retenir que ce qui fait leur affaire. Et le reste, ils l'interprètent comme étant soit des erreurs, des signes d'imbécilité ou des signes de complot. Fait que c'est à partir je veux dire, on a tous... Ce que je viens de décrire là, c'est le biais de confirmation. C'est pas juste eux, là, c'est tout le monde peut avoir ce réflexe-là de temps en temps, mais chez eux, c'est vraiment très, très prononcé. Et à un point où ils sont malheureusement irrécupérables. Fait que c'est pour ça que je hochais la tête. Parfait. On va peut-être aborder le dernier segment, en fait, du bloc théorie du complot, peut-être aborder des solutions plus concrètes. Là. Si, Marie-Ève, tu voudrais revenir sur certains éléments au niveau de la recherche là, pour comprendre mieux le phénomène, c'est ce que j'ai compris de ton intervention tantôt. Pensez aussi, après la pandémie, hein, ce phénomène-là va rester, donc savoir les erreurs. Est-ce qu'il y a d'autres exemples que tu voudrais nous partager? Nous, c'est sûr que la recherche, ça se fait à long terme. Donc là, même, on partage vraiment rapidement certaines données parce qu'on est dans l'action, mais nos projets de recherche sont sur plus longue haleine. Ce qui s'en vient de notre côté, entre autres, c'est d'essayer de comprendre aussi ce qui se passe chez les jeunes. Parce qu'on a peu regardé ce qui se passait chez les jeunes, puis on est assez préoccupé par ça. Le fait que des jeunes aient été déscolarisés pendant des longues périodes, pendant le confinement, très présents sur les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce qui se passe chez eux? À quoi ils adhèrent? Est-ce qu'ils adhèrent à cette vision complotiste des choses-là? Si leurs parents aussi adhèrent à cette vision-là, comment ça peut les affecter? Comment ça peut avoir un effet sur eux? Donc, c'est un des éléments qu'on va mesurer, nous, dans nos prochaines recherches. Là, on veut travailler chez les jeunes, voir à quel point le système de croyances qu'on pourrait qualifier de complotiste les affecte. Et comme je le disais aussi, dans ce qui s'en vient pour nous, c'est vraiment d'évaluer les initiatives qui se font en ce moment. On participe à une pour voir comment on pourrait avoir des campagnes qui auront un effet pour peut-être contrer la désinformation, puis évaluer l'effet de ces campagnes-là à plus long terme. Mais je pense que, comme je le disais, il y a beaucoup de choses encore à comprendre du phénomène parce qu'avant la pandémie, le phénomène d'adhésion à une vision complotiste, des choses qui étaient quand même présentes avant parce que le peu de données qu'on a, on voyait que beaucoup de gens pensent que le 11 septembre, c'est un complot américain ou qui pensaient déjà que les vaccins, c'était un complot pharmaceutique. Là, c'est pas apparu avec la pandémie, c'était présent avant, mais très peu documenté, surtout scientifiquement. Alors, il reste un grand champ d'études à explorer de ce niveau-là. Excellent. Émile, de ton côté, solution par rapport à la mouvance, on va dire, là, des théories du complot? C'est très difficile à dire une solution directe, mais c'est très difficile. C'est très difficile sur le moment de dire une solution, mais si on parle, mettons, juste des réseaux sociaux, il y a un truc que moi, que je trouve difficile, c'est un enjeu, c'est le fait que chaque publication, peu importe qui l'a publié, a la même importance, là, a la même apparence visuelle. Donc, si Johnny publie une publication ou un institut de recherche, ben, ça va être présenté exactement de la même manière sur Facebook. Puis, je sais pas, on l'a un peu vu que pendant la pandémie, Facebook s'est mis à mettre des petites comme des ajouts visuels, ouais. Ça vient d'une source concrète ou, au contraire, cette source est contestée. Voici des vraies informations. Puis, donc ça, c'est un pas vers l'avant. Mais, tu sais, des solutions directes, tant qu'on est dans un moment de crise comme ça,
les gens vont avoir quand même besoin de trouver des refuges, là. Donc, pour moi, la solution, c'est de continuer d'aller se faire vacciner, continuer de suivre les mesures sanitaires, puis dans quelques mois, éventuellement, on va tranquillement se sortir de cette crise-là. Les gens vont aller mieux, puis de travailler pour que les différents domaines, le domaine de la santé, le domaine des médias, le domaine de la culture s'améliorent de cette crise-là, apprennent, puis que les gens aillent mieux. Puis quand les gens vont aller mieux, j'imagine, ils vont être moins portés à aller vers des théories complotistes, là. Jean-François, excellent. Rapidement, là, mais c'est que Émile vient de dire quelque chose que j'avais en tête depuis tantôt puis que je n'arrivais pas à placer, mais une chose qui, comme Marie-Ève disait, ça a toujours existé, ces théories-là. Du complot, le réflexe conspirationniste a toujours été présent, mais une chose qui n'était pas là et qui est relativement neuve, c'est les réseaux sociaux, l'effet des réseaux sociaux, parce que avant, quelqu'un qui pensait qu'on n'était pas allé sur la Lune, personne n'avait marché sur la Lune, tout ça avait été filmé à Hollywood et c'était une espèce d'un montage et un grand mensonge. Quelqu'un qui pensait qu'il y avait une opinion comme celle-là, ces gens-là sont rares de manière générale. Et donc, avant qu'une personne ayant ce genre d'opinion-là trouve une autre personne qui est d'accord avec elle, elle parlait à beaucoup de monde. Dans sa famille, ses réseaux d'amis, son travail, elle croisait beaucoup de gens qui n'étaient vraiment pas en accord avec elle. Ça pouvait, je pense, avoir un effet dissuasif. Un effet dissuasif ou au moins tempérer tempérer leurs idées. Peut-être mettre on ne le sait pas, ou peut-être qu'ils gardaient ça plus comme une hypothèse encore possible plutôt que comme une croyance dure. Et donc, ça, les réseaux sociaux ont permis à ces gens-là de se connecter, de se trouver très rapidement. Et en ce moment, puis c'est là que je rejoins Émile, c'est que on est en confinement, plus ou moins confiné, on ne peut pas se voir. Donc, ces interactions-là qui ont un effet temporisateur, on en a moins. Fait que, peut-être en ce moment, c'est peut-être le pire moment pour essayer quelque solution que ce soit, même si c'est maintenant qu'on en a le plus besoin. Mais peut-être que dans quelques mois, quand on va tous aller un petit peu mieux, peut-être que ça va être un meilleur moment. Merci à vous trois pour le bloc théorie du complot. Benoît, du côté des questions, concernant ce bloc-là, je te laisse la parole. Oui, une question ici. Croyez-vous que la montée des discours complotistes est un symptôme d'une tranche de la population qui ne se reconnaissent pas dans l'élite scientifique, politique, médiatique? Grande question potentielle, en effet. On le sait qu'il y a un certain président aussi qui s'est fait élire sur cette base-là. Là. Je ne sais pas si quelqu'un veut se lancer dans une réponse. Il y a j'ai vu plusieurs travaux plus en sociologie qui montrent que oui, effectivement, il y a vraiment des effets sociologiques. Ceux qui sont, là, je ne me souviens plus des termes, peut-être pas à la marge, mais des groupes qui sont peut-être plus rejetés quand on est plus pauvre, moins instruit, les minorités visibles, ceux qui ont, pour une raison ou pour une autre, là, qui n'ont pas accès aux mêmes privilèges que la majorité, ces groupes-là vont avoir plus tendance à adhérer à certaines théories du complot ou à la méfiance envers les vaccins va être plus grande dans ces groupes-là. Et on comprend aisément pourquoi. Là. Je veux dire, si vous subissez du racisme depuis votre tendre enfance et que les médecins, les chercheurs que vous voyez à la télé sont tous blancs, hommes blancs dans la cinquantaine et tout, bon, effectivement, ça peut se comprendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut compléter le propos de Jean-François? Moi, je suis d'accord. J'ai vu beaucoup de recherches qui vont dans ce sens-là aussi. Mais il y a vraiment différents profils malgré tout qui adhèrent à ces thèses complotistes-là. Donc, on ne peut pas généraliser, mais il y a quand même des éléments qui font en sorte qu'on peut être plus sensible ou plus susceptible d'y adhérer, même si on voit vraiment en ce moment là, des hommes, des femmes de tout âge, de tout type d'éducation qui y adhèrent.
Mais je pense qu'en amont, c'est ce qu'on mentionnait déjà précédemment, mais c'est pas seulement une méfiance, mais des fois une mécompréhension de comment la science fonctionne. Si on n'a pas été sensibilisé au système scientifique, de comprendre que des études peuvent se contredire. Puis bon, il y a eu des choses qui n'aident pas non plus quand on a vu des études contestées, publiées dans The Lancet sur par exemple, l'efficacité de certains médicaments. Bien, ça crée de la confusion, puis ça crée du doute dans la population. C'est normal, c'est légitime. Donc, dès le départ, si on comprend mieux comment fonctionne la science, comment fonctionne le politique, ça va aider à cette confiance-là. Donc, il y a vraiment un enjeu aussi de mieux vulgariser peut-être la science, puis mieux expliquer comment la science fonctionne pour aller chercher cette confiance-là du public. En terminant, Émile? Je voulais juste dire que je pense que la question est pertinente parce que je pense que c'est vrai qu'il y a une part de la population qui ne se voit pas là, dans les médias, qui ne se voit pas en politique, puis sans tomber dans un populisme, tu sais, comme à la Donald Trump ou sans tomber dans des populismes, il y a quand même manière d'aller mieux représenter les gens en politique notamment, puis dans les domaines des élites, on peut dire. Il y a une manière d'ajouter de la diversité, là. C'est vrai qu'il manque de représentation dans les hautes sphères de l'État et il faut travailler encore pour que tout le monde soit représenté. Puis le fait de ne pas se voir, ça encourage aussi une certaine amertume, là. Puis cette amertume-là, elle peut être après ça utilisée à des fins pas toujours positives, là. Donc oui, il y a un travail à faire. En effet, peut-être Benoît. Oui, Marie-Ève? Je m'en ai juste dit, puis c'est ce qu'on voit dans les données aussi, c'est des gens qui ne se reconnaissent pas dans les élites, par exemple journalistiques, vont le dire eux-mêmes, ils font plus confiance à un kidam qui s'est filmé dans sa voiture, puis qui dit qu'il a trouvé quelque chose sur Internet, puis qui donne son point de vue, qu'à quelqu'un qui pourtant a consacré sa vie à la recherche sur un sujet parce que mais il ne se reconnaît pas dans cette personne-là qui a consacré sa vie à la recherche sur un sujet. Puis pour lui, c'est légitime de faire plus confiance à quelqu'un qui a l'impression qu'il le représente, puis qui représente sa réalité. Alors, c'est un enjeu. En effet. Benoît, est-ce qu'on passe au prochain bloc ou on pose une dernière question? On peut passer au prochain bloc. Parfait, merci beaucoup. Donc, dernier bloc, il nous reste peut-être une quinzaine de minutes, ouais, même 10 minutes pour ce bloc-là, si on veut un mot de la fin. On va entamer avec le bloc là, qui est quand même d'actualité, c'est-à-dire l'intimidation et les discours haineux que les chercheurs, que les journalistes, même toute autre personne qui s'exprime sur la sphère publique vivent actuellement, dans le passé et peut-être même encore plus dans le futur. Donc, sondage maison pour tenter le pouls de notre échantillonnage. Première question, avez-vous été personnellement victime d'intimidation, de discours haineux à la suite d'une publication sur les médias sociaux, disons dans la dernière semaine, on va dire ça comme ça, même dans les... Ouais, je ne donnerai pas de laps de temps, mais disons que ça peut être large. Donc, notre échantillonnage, une personne sur 5 jusqu'à présent, donc 20%. Je vais laisser encore quelques secondes afin qu'on ait au moins un seuil de 80% de réponse, ou presque. Donc, les votes ne changeront pas. On va fermer le vote et partager, bien sûr, les résultats. Donc, c'est quand même 22%. Là. On parle d'intimidation et de discours haineux. Ce n'est pas simplement « je ne suis pas d'accord avec toi ». On parle de quelque chose qui blesse. Hein? On s'entend là-dessus. À conserver pour notre prochaine discussion. Et finalement, une question, la dernière, selon vous. Qui devrait intervenir en matière de discours haineux et d'intimidation? Bon, les gouvernements? Est-ce que c'est les GAFAM, comme j'ai expliqué tantôt, Google, Facebook, Apple, Microsoft, Twitter, etc. Les employeurs, parce que tous ces gens-là ont également des employeurs. Les citoyens eux-mêmes. Je vais être curieux d'entendre ce que nos panélistes ont à dire là-dessus. On répond au vote, donc les gouvernements, les GAFAM, les employeurs, les citoyens et citoyennes. On atteint le... Je vais encore laisser quelques secondes. Le vote se compile. On atteint le 75% dans quelques secondes. Je vais fermer dans 5 secondes les votes pour avoir l'heure juste, mais on a quand même un bon portrait maintenant, Stéphane. Donc, parfait. On a, en premier lieu, les gouvernements devraient intervenir en matière de discours haineux et d'intimidation. Les GAFAM, en second lieu, les employeurs, seulement 5% et les citoyens et citoyennes à 21%. Vous savez que ce problème-là est d'autant plus préoccupant parce que nous, en tant qu'organisme, on encourage la communauté scientifique justement à investir la sphère publique, à expliquer la science, la méthode scientifique, à diffuser des résultats de recherche puis à dialoguer, dis-je, avec le grand public, mais
il vient des conséquences. Là. Caroline Quach, cette semaine, dans l'article de la presse, a été victime de ça. Même le premier ministre en a parlé en fin de semaine, donc c'est très d'actualité. Et là, je vais me tourner vers Jean-François parce que lui aussi a posé la question même sur son fil Twitter. Jean-François, j'aimerais ça que nous en parles parce que c'est quand même tout frais suite à un article, peut-être pas, que tu as publié, tu as demandé à ta communauté sur Twitter en mettant une photo, en fait, du message que tu as reçu. Et là, tu demandais qu'est-ce que je fais avec ce discours haineux-là ou cette intimidation? Oui, c'est ça. En fait, je me demandais si ça, du point de vue de la loi, c'est les propos de ce monsieur-là se qualifiaient comme une menace là, au sens légal. C'était assez limite, là. Il disait pas j'arrive pour te casser la gueule, attends-moi. Il disait tu sais, le jour où les gens vont allumer sur le fait que tu es un collabo des pharmaceutiques, tu ne pourras plus marcher dans la rue parce que ça va être trop dangereux. Donc, c'était clairement menaçant. Est-ce que du point de vue de la loi, c'était des menaces? Sans doute que non. La police a quand même pris j'ai fait une déposition à la police là, qui l'a prise et tout. Peut-être le beau côté de tout ça, par contre, je dois dire, c'est que le fin mot de toute cette histoire, d'après ce que j'ai eu, c'est que par la fille de ce monsieur-là qui m'avait écrit pour s'excuser, c'est que, bon, apparemment, il a pris une pause. Il a décidé à la suite de tout ça de prendre une pause des réseaux sociaux et d'Internet parce qu'il était apparemment très, très actif dans les réseaux et sur les sites web conspirationnistes. Il en consommait beaucoup. Et donc, sa fille avait l'air d'être bien contente que ça vire, que ça finisse bien. C'est ce qui est pas mal la meilleure issue imaginable en ce qui me concerne. Mais donc, grosso modo, c'est ça qui est arrivé la semaine dernière avec moi. Là. On peut voir aussi dans le sondage qu'il y a quand même 20%, une personne sur 5 là, de notre échantillon qui fait affaire avec ce type de commentaires-là. On le sait, dans notre expérience, il y a des gens qui ont coupé des liens depuis le début de la pandémie avec des gens, étant donné qui ont eu des discussions trop houleuses. Là, ça versait justement dans la discrimination. Toi, Émile, tu as publié des vidéos quand même, on va dire, où tu parlais d'environnement, de cette valeur-là. Est-ce que tu as aussi été, on va dire, on va se dire, attaqué sur les plateformes sociales par ta propre communauté suite à la diffusion de tes clips, là? Ben, en partie, oui. Pas beaucoup par ma communauté qui me suit, on va dire, de vidéo en vidéo, mais si une vidéo devient virale, en guillemets, par exemple sur Facebook, plus d'1 million de vues, puis que tu as, par exemple, 10 000 commentaires, surtout si c'est un sujet comme l'environnement, les changements climatiques, qui, de base, on sait qu'il va y avoir un groupuscule qui va être pas d'accord dans des théories du complot. Il y en a des commentaires, j'en ai reçu quand même pas mal, mais c'est toujours une très petite minorité, là. Moi, j'ai quand même été chanceux dans mon cas personnel. Mais ce que je remarque, et ce qui est vraiment plus inquiétant que mes commentaires sur mes plateformes, moi, c'est plus la tendance générale vers la haine et vers le fait de pointer du doigt, le fait d'être... Tu sais, c'est toute une tendance. C'est très lourd en ce moment sur Internet, là. Les gens ont envie ils sont dans la culpabilisation, dans le pointage du doigt, dans la haine, il n'y a pas beaucoup de nuances, il n'y a pas beaucoup de positifs quand même là, dans les médias en général, pas juste sur Internet. Ça, je trouve ça dommage. Fait que je me dis, tant qu'à avoir une plateforme, moi, j'essaie d'insister sur le positif, puis la bienveillance, puis la résilience en ce moment beaucoup là, des gens. Dans mes dernières vidéos, même au Palais des Congrès, dans l'exposition, on est beaucoup dans la résilience, puis la force des gens. Puis, si on a une plateforme aujourd'hui, autant faire ce que peu de plateformes font, c'est-à-dire insister sur ça, là. Et tu sais, Marie-Ève, tu vois ces résultats-là, tu vois les commentaires d'Émile et de Jean-François en tant que chercheurs, tu sais, puis nous, est-ce qu'on les encourage à aller sur la place publique, mais il y a ça qui vient parfois avec, là. Est-ce que tu l'as vécu? Est-ce que tu as une solution à proposer par rapport à ça? Oui, puis surtout que, tu sais, moi, je lis le 20%, mais je me dis, la question, c'est que j'aurais 20% qui ont publié sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui ont dit non, qui n'ont sûrement pas publié sur les réseaux sociaux. Fait que le 20%,
doit être beaucoup plus grand si on prendrait juste ceux qui ont vraiment publié sur les réseaux sociaux. Là. Il y a déjà ça dans la question qui biaise un peu sûrement la réponse. Si moi, je l'ai vécu, oui, évidemment, quand tu fais des entrevues puis tu t'exprimes sur la place publique sur des sujets comme la radicalisation, le complotisme, quand tu interviens comme expert dans certaines audiences contre des gens de ces milieux-là, tu le sais que tu t'exposes, mais je le fais toujours d'une certaine façon avec des règles que j'ai mis en place pour moi-même puis que je prends beaucoup quand je donne des formations médias, c'est-à-dire que j'essaie beaucoup de m'en tenir à mes résultats de recherche, de toujours ramener ça à ce que mes résultats de recherche disent. Donc, si je donne mon opinion, ça appuie quand même sur ce que la recherche dit ailleurs ou sur ce que ma recherche dit. J'essaie de ne pas personnaliser non plus le débat. Je disais tout à l'heure, je ne suis pas sûre que c'est une bonne idée de nommer. Je le disais quand je parlais de, par exemple, terrorisme ou de radicalisation. Je le dis aussi en complotisme. Et en s'en tenant à nos résultats de recherche, je pense qu'on minimise les choses. En tout cas, selon moi, c'est la preuve parce que j'ai reçu quelques insultes. Entre autres, j'ai vu des discussions qui se sont envenimées sur Twitter entre des camps. Je n'avais même pas besoin de répondre. Des pour, des contre complotistes se répondaient, par exemple, en pensant que j'étais financée par les médias ou par l'État. Et ça me démontrait encore qu'on ne comprend pas la science parce que je suis malheureusement pas payée par les médias pour intervenir dans les médias en général, donc je le fais bénévolement. Mais donc, on pense que les médias nous payent ou qu'on est payé pour faire nos recherches. Mais je reçois beaucoup plus de messages qui sont pas malveillants. C'est des gens qui adhèrent justement à cette vision complotiste des choses-là et qui essaient de me partager du contenu pour me dire, mais peut-être que vous allez changer d'idée quand vous verrez telle vidéo, tel documentaire, tel truc sur YouTube. Puis on essaie juste de m'emmener puis de me convaincre, mais c'est pas malveillant, c'est comme juste pour m'éveiller. Et donc, je fais le choix parfois de répondre ou pas, mais beaucoup aussi de gens qui me remercient pour ces recherches-là, qui me disent à quel point c'est utile, à quel point leur famille ou leurs proches sont tombés justement dans ce qu'on mentionnait tout à l'heure, dans cette adhésion à une vision complotiste des choses-là, puis que ça les rassure et que ça leur fait du bien de voir que des chercheurs s'intéressent à ça. Ça, j'en reçois 10 fois plus que le reste, puis je pense que c'est à ça qu'il faut s'accrocher. Mais dans mes formations médias, je dis toujours aux gens, essayez de vous en tenir à vos recherches, à des sujets sur lesquels vous êtes à l'aise de vous exprimer, puis de ne pas personnaliser le débat. Et oui, malheureusement, on est dans un contexte, je pense qu'Émile le disait bien, un contexte qui suscite en ce moment peut-être plus de haine. Les gens sont plus à pic, les émotions sont vives, mais quand même, je pense qu'en général, on reçoit plus de bons que de mauvais. Je vois Jean-François veut réagir. Oui, tout à fait. Sûrement des bons commentaires quand même, Jean-François, sur le travail que tu fais. Oui, je pense que c'est un point qui est important pour essayer de convaincre les scientifiques d'aller plus sur la place publique. C'est que oui, il y a les insultes, oui, il y a des trolls, oui, il y a des gens qui ne sont pas équipés pour gérer la contradiction en adulte. Il y en a. Il va toujours y en avoir, il y en a toujours eu. Mais c'est une petite minorité, puis l'expérience que moi j'en ai, c'est que oui, j'en reçois des pelletées d'insultes, mais j'en reçois beaucoup plus de compliments, là, mais vraiment beaucoup plus. Là. Je ne sais pas si je suis aussi bon que Marie-Ève puis que je me rends jusqu'à un ratio de 10 pour 1, là, mais c'est clairement, il faut le voir. C'est peut-être ça qui est le plus difficile pour peut-être des gens qui arrivent sur la place publique qui n'ont pas l'expérience de tout ça. Peut-être que le cerveau humain a quelque chose du filage là, qui fait qu'on va, si quelqu'un nous insulte ou nous attaque, on va, puis qu'il y a des autres personnes qui nous disent hey, bon travail, ben, on va focusser sur un adversaire potentiel, une menace potentielle. Je pense que le cerveau humain est fait un peu comme ça, mais il faut continuer de voir les gens qui apprécient le travail qu'on fait, puis les efforts qu'on met, puis la rigueur qu'on y met. Ça, je pense que c'est pour convaincre plus de scientifiques de prendre la parole publiquement, je pense qu'il faut insister là-dessus. Il n'y a pas juste des insultes, il y a surtout du reste. Donc, ça fait partie un peu de la solution, comprendre que ça vient avec, mais il y a du positif. Je vais aller tout de suite aux questions. Le temps file, puis peut-être vous aurez l'occasion de parler de solutions en même temps. Benoît, au niveau du thème des discours haineux, est-ce qu'il y a une question que tu voudrais poser à nos trois panélistes? Oui. Pensez-vous que la lassitude pandémique contribue à cette augmentation de l'intimidation et des propos haineux? Je pense que vous avez quand même répondu à cette question. Émile a donné des exemples, Jean-François également. On a tous hâte de sortir de ça. Les gens sont fixés à leur écran, mais c'est dans la situation dans laquelle on se trouve, puis on ne sait pas quand elle va se terminer, n'est-ce pas? Et j'en ai une autre rapidement. Une nouvelle loi fédérale devrait entrer en vigueur au printemps pour réguler les discours haineux. Qu'en pensent nos panélistes? Est-ce que Marie-Ève, tu as des informations par rapport au projet de loi qui est déposé au niveau fédéral?
Oui, ben j'ai vu le projet de loi. J'avoue, je ne l'ai pas étudié là, en long et en large. Faudra voir comment ça évolue, tout ça. C'est certain que je pense, entre autres, en ce moment, j'ai une étudiante que je co-dirige qui est à la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke et qui étudie justement comment on doit réguler la désinformation en ligne. Et elle prône vraiment l'idée d'un droit en réseau, c'est-à-dire que ça doit venir de vraiment plusieurs sources. Et quand on voit la réponse au fait que, bon, on pensait que c'est une responsabilité gouvernementale, mais aussi des grands joueurs du web et même du citoyen. Je pense que c'est un peu ça, c'est que ça doit venir de plusieurs instances, qu'il va falloir toujours être sensible à ça. C'est qu'on a déjà eu des lois qui, par exemple, interdisaient la circulation de fausses nouvelles au Canada, mais qui ont été invalidées parce que qualifiées non constitutionnelles en disant que, bon, on pouvait brimer la liberté d'expression. Parfois, ce qu'on considère comme faux à un moment change. Dans d'autres pays, les lois contre les fausses nouvelles sont aussi utilisées pour venir servir un gouvernement qui est très autoritaire. Donc, c'est pas évident à réguler. Et en ce moment, ben, le gouvernement essaie de faire passer, par exemple, une loi pour encadrer la désinformation en campagne électorale. On n'a pas beaucoup entendu parler, mais ça a été invalidé. Donc, c'est pas gagné tout ça, comment on va encadrer la fausse information. Je pense que c'est quelque chose à suivre à vraiment long terme. C'est pas simple, surtout que Internet, c'est international, c'est pas régulé de la même façon partout et c'est des discours qui sont bloqués d'un endroit, mais qui arrivent ailleurs. Donc, ça circule plus vite qu'on réussit à les bloquer. Il y a un enjeu là à regarder à long terme, mais ça doit vraiment venir de plein d'initiatives, selon moi, qui soient autant citoyennes que gouvernementales. Donc, c'est à suivre. Là, c'est ce qui met terme à ce troisième bloc. Le temps fait. Je vais donner la parole aux scientifiques en chef qui vous écoutez avec beaucoup d'intérêt. Je n'en doute pas. Là, puis, pris en note des solutions, sûrement, Rémi, n'est-ce pas? Oui, merci beaucoup. Merci à tous les participants et merci aux panélistes, là. Marie-Ève, Émile, Jean-François, très, très utile. Quelques mots que moi je retiens, là, quelques mots-clés peut-être. Formation, ça a été mentionné là, dès le primaire, le secondaire et probablement pendant toute la vie. Là. Formation sur les nouvelles façons de faire, les réseaux sociaux, bien sûr, c'est assez nouveau. Donc, très, très, très important et voir comment nous, fonds de recherche, on pourrait éventuellement participer à tout ça. Là. Peut-être aussi une certaine structure, peut-être un peu mieux structurer tout ça et du financement à long terme. Là. Oui, la pandémie, mais ça va continuer. C'était là avant, on a plus maintenant, mais ça va continuer par la suite. Donc, des approches à long terme, financement à long terme pour des activités de recherche. Moi, j'aimerais bien là, qu'éventuellement, si on va vers ça, ben, peut-être qu'on pourrait avoir des équipes, là, un peu comme les trois panélistes, là, qui représentent différents types de spécialisation pour pas que ce soit centré seulement sur une façon de faire, mais que ce soit assez global. Et on a parlé un peu de reddition de comptes pour les journalistes scientifiques. Ben, c'est vrai aussi pour les chercheurs. Là. Et je pense que ça a été mentionné aussi, ce n'est pas parce qu'on a un site universitaire qu'on peut tout dire. Là. Il y a certaines redditions de comptes à faire là aussi. Et en terminant, c'est peut-être Émile qui a mentionné ça, l'aspect de résilience. Là, j'irais peut-être du côté positif et peut-être dire, avoir peut-être des carottes là, plutôt que toujours les bâtons, peut-être aussi ceux et celles qui le font bien. Que ce soit réseaux sociaux ou autres, là, comment peut-être mieux reconnaître tout ça, que ce soit un chercheur ou une chercheuse qui le fait bien, faciliter les promotions en milieu académique, si c'est un journaliste scientifique, aussi dans l'intérieur de son environnement et pour les YouTubeurs aussi peut-être aller plus vers des reconnaître, dire hey, félicitations, tu as bien fait ça, vous avez bien fait ça, continuez. Là. Donc, aller plus dans le positif que de dire bon, on va mettre toutes sortes de lois qui vont bloquer à gauche, à droite, et puis oui, ils vont peut-être être respectés jusqu'à un certain point, mais certainement pas à 100%. Là. Donc, formation et long terme, là, les deux mots-clés que je retiendrai. Merci beaucoup, Rémi, pour ce résumé très pertinent. Merci à vous trois. Marie-Ève Carignan, qu'on peut suivre sur Twitter, surtout, qui est professeure-chercheur au département de communication de l'Université de Sherbrooke, qui est directrice du pôle média, qui doit nous quitter dans l'instant, aller chercher ses enfants, bien sûr. Merci, Marie-Ève. Jean-François Clich, que vous pouvez suivre également sur Facebook, sur Twitter, notamment sur LinkedIn. Vous pouvez lire chaque semaine dans le quotidien Le Soleil, acheter son livre Fake News, le vrai, le faux, la science aux éditions Multimonde. Émile Leroy, allez voir son projet Oasis Immersion au Palais des Congrès, écoutez son balado sur Audio
vidéo. Vous le voyez à la télé. Donc, merci beaucoup, Émile. On peut le suivre sur les différentes plateformes sociales. Et le scientifique en chef que vous pouvez suivre sur l'ensemble des plateformes sociales, sur Twitter, Instagram, sur Facebook également. Je tiens à vous remercier d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous étiez nombreux, très pertinents également au niveau des questions. Et tout ça va être très utile pour les fonds de recherche du Québec. Tout ça a été enregistré et ça sera rediffusé par la suite. Merci à mon collègue Benoît et à Stéphane à la technique. Bonne fin de journée à tous.